En 2022, The Rising of the Shield Hero est passé en l'espace de 2 mois de l'un des animés les plus attendus de l'année à littéralement la plus grande déception animée depuis The Promised Neverland. Les scores ont chuté, les avis étaient horribles et même les plus grands fans de la série se sont retrouvés incapables de défendre ce qu'elle était devenue. Mais le pire dans l'histoire, c'est que même si tout ça est arrivé soudainement et a pris tout le monde de court, il y a un élément qui aurait dû nous avertir de la chute à venir de Tate no Yusha bien avant sa saison 2. Donc voyons aujourd'hui en 4 points comment The Rising of the Shield Hero est passé du jour au lendemain de futur roi du isekai à échec critique complet. En juin 2017, la production de l'anime The Rising of the Shield Hero est confirmée officiellement pour la première fois, à l'occasion de la Anime Expo à venir. Bon, en réalité, ça faisait déjà un petit moment que la possibilité d'une adaptation de la série était dans les petits papiers des producteurs. Faut dire que depuis 2013, la série avait réussi à vraiment s'installer comme un grand du milieu, avec plus de 3,3 millions de copies en circulation entre 2013 et 2018. Donc, au moment où l'adaptation animée est annoncée, personne n'est réellement étonné. Mais du coup, ce qui vient avec cette popularité est évidemment des attentes plutôt élevées pour la série. Il y a intérêt à pas se louper si on veut pas se faire taper sur les doigts par les fans. Donc le studio Kinema Citrus met le paquet et en 2019, la diffusion de l'anime débute. Et donc, quel verdict? Est-ce une réussite? Eh bien, la réponse est oui. Mais genre, vraiment, bien sûr que c'est une réussite, évidemment que c'est une réussite. Je veux dire, après seulement un épisode, tout le monde semble absolument conquis. Tout le monde semble être tombé amoureux de ce nouvel univers et de ses personnages. Et en même temps, quel épisode 1? On parle de 45 minutes de pure isekai power fantasy, dans un contexte de 2019 où les isekai de deuxième génération entrent justement dans leur prime de popularité. Et en plus de ça, Tate no Yusha a de vrais arguments à proposer. C'est beau, la musique par Kevin Penkin est géniale, l'univers plus violent et très original par rapport au reste de la fantasy du moment, mais surtout, le personnage de Naofumi se présente comme l'antithèse de l'habituel Kirito numéro 5, dû au fait qu'il a beaucoup de personnalité et qu'il n'hésite pas à se faire entendre. Bref, à sa sortie, ses débuts sont une réussite, et ça va continuer de la même manière sur les 3 épisodes qui suivent, au point même que pendant un moment, Shield Hero semble commencer à pouvoir prendre la tête dans la course pour l'anime de la saison, devant DPN, Kaguya-sama et Dororo. Bon, le fait est que le reste de la saison n'atteindra pas les hauteurs de ce début en fanfare, mais elle va malgré tout rester très populaire durant toute sa diffusion. Mais on verra en 3e partie que ce n'est peut-être pas autant le cas qu'on aurait pu le croire. Ok, pour que vous vous rendiez compte d'à quel point Shield Hero était un succès après la sortie de sa saison 1, faut que je vous montre un graphique. Si on fait une liste des 50 animés les plus attendus début 2022 d'après My Anime List, on se retrouve avec quelque chose comme ça. À la 50e place, on a Blue Lock avec ses 32 309 membres, suivi par Spy Family à la 49e place avec ses 32 289 membres. Puis en montant un peu plus haut, on a One Piece Red à la 44e place et Dr. Stone saison 3 à la 31e place. Et plus on avance, plus on va avoir des animés avec des fanbases importantes. Konosuba saison 3 à la 19e place, la suite de Bleach à la 14e place et Mob Psycho 100 saison 3 à la 9e place. Et au sommet, tout en haut de la chaîne alimentaire, on a les animés les plus attendus de ce début 2022. The Devil is a Part-Timer et ses 168 000 membres récoltés dans les près de 10 ans qui ont séparé ces 2 saisons, Kaguya-sama et ses 234 000 membres dus à sa popularité hors norme pour une rom-com, et bien sûr, trônant au-dessus de tous les autres, Chainsaw Man et ses 287 234 membres en faisant probablement l'un des animés les plus anticipés de tous les temps. Et puis on a Shield Hero, qui non seulement surpasse de loin tous les autres avec ses 374 000 membres qui attendent sa saison 2, mais qui en plus possède également la 4e place du classement avec sa saison 3 et ses 187 000 membres. Oui, c'est un truc de zinzin, et ça vous montre à quel point la saison 1 a été un succès monumental. Et cette monumentalité de la saison 1 explique également pourquoi les défauts de la saison 2 ont autant fait parler d'eux, car quand l'apogée est trop haute, la chute n'en est que plus brutale. Bon, je vais pas vous faire l'historique de toute la série, mais quand la saison 2 de Shield Hero sort au printemps 2022, c'est une catastrophe. Faut dire les termes, c'est pas bien. Tout le monde s'est rendu compte que c'était pas bien. Tout le monde a été obligé d'accepter le fait que c'était pas bien. Et pourtant, tout le monde a essayé de fermer les yeux sur le fait que c'était pas bien. Je me souviens, au début, on essayait tous un peu de se convaincre que les premiers épisodes étaient nuls, mais que ça allait redevenir mieux avec le temps. Je veux dire, ok, il y a une tortue géante en 3D moche, mais SNK aussi a des titans géants en 3D moche. Et ok, on se fait chier et les personnages sont caricaturaux, mais c'est parce que c'est plus des épisodes d'exposition. Mais sauf qu'au bout d'un moment, c'était plus possible de fermer les yeux. Il y avait clairement un problème avec cette saison 2.
Pour être honnête, je saurais pas vous dire s'il y a eu des complications ou non dans la production de l'animé durant les 3 ans qu'il y a eu entre l'annonce de la saison 2 et sa sortie officielle. Si je devais vous donner mon avis, je dirais que ça en a bien l'air au vu des changements de staff, de la baisse de qualité globale et du fait que l'animé est sorti 6 mois après ce qui était prévu. Mais j'ai pas trouvé de preuves concrètes de ça dans mes recherches. Toujours est-il que les choses ne se sont certainement pas passées comme attendu, et c'est les fans du light novel original qui en parlent le mieux. Car si tu regardes sur internet ou demandes à quelqu'un ayant lu le LN la raison de pourquoi la saison 2 est si terrible par rapport à la première, ils vont tous, sans exception, accuser un problème d'adaptation. L'animé ne suit plus de manière fidèle l'œuvre originale. Des points clés de l'intrigue ont été ignorés, d'autres ont été modifiés, mais surtout, le rythme plutôt lent de ces arcs a été condensé dans un globi-boulga de seulement 13 épisodes. Les choses ont simplement été rushées à la mort. Mais un autre problème de la saison selon moi, et dont cette fois-ci les fans du LN ne parlent pas, est le changement de rythme évident avec la saison 1 riche en action. Ici, il ne se passe rien. Ou en tout cas, peu de choses qui semblent avoir du poids, de l'importance. Tout est ressenti presque comme une coquille vide, ce qui est ironique pour une saison que tout le monde considère comme rushée. Et si t'ajoutes à ça l'animation qui a glow down de zinzin et les personnages qui semblent avoir perdu toute leur personnalité, tu te retrouves avec une saison qui est très moyenne au mieux, catastrophique au pire. Bon, vous comprenez maintenant que les attentes pour la saison 3 ne vont pas être au niveau de celles de la saison 2. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui attendent encore la saison 3, mais maintenant c'est dans une logique de rédemption, dans l'espoir que cette dernière puisse rattraper le fiasco de la saison 2. Et pour le coup, s'il y a un truc qu'on peut pas reprocher aux producteurs de la série, c'est qu'ils vont essayer de faire un effort là-dessus. Parce que malgré les délais très serrés entre les 2 saisons, ils vont tout de même faire le choix de changer le staff de la série, à commencer par le réalisateur, dans l'espoir que ça puisse améliorer les choses. Et donc, quel résultat pour la saison 3 ? Eh bien honnêtement, pas si mal. Bon, les fans ne sont clairement pas entièrement satisfaits de la saison, mais ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent et on peut dire ce qu'on veut, mais vu à quel point la saison 2 était horrible, et bah techniquement, c'est mieux. Bon, si on me demande mon avis, c'est toujours pas redevenu bien, mais il y a clairement des éléments d'amélioration. Le rythme est devenu bien meilleur, la 3D est toujours aussi dégueulasse, mais l'animation 2D, elle, a retrouvé un niveau correct, certains personnages ont un peu plus de personnalité, et les arcs sont un peu plus intéressants. Il y a du mieux, c'est indéniable. Mais voilà, c'est pas du tout suffisant pour faire repartir la série. Car à côté de ça, l'histoire reste pas top, comme si on avait retiré l'élément qui donnait tout son cachet à la série d'origine. C'est un clin d'œil. C'est pour dire qu'on l'a fait et que je vais en parler juste après. Et putain, j'en ai pas parlé depuis le début, mais ça se voit beaucoup trop dans cette saison. Cet animé a vraiment un problème de loli. Non, parce que des fois, j'ai même l'impression que le personnage principal lui-même ressent du dégoût envers son auteur sur le fait d'à quel point il aime les enfants. Parce que les seuls personnages à qui il donne un intérêt romantique sont soit des personnages au corps d'enfant, soit des enfants au corps d'adulte. Je veux dire, Raftalia a 10 ans, Melty en a 13 à tout casser, Philo et Atla ont le corps d'enfant de 12 ans, et le seul personnage féminin qui n'est pas une enfant écope littéralement du surnom de salope. Frérot l'auteur, je sais pas quel genre de frustration t'as subi dans ta jeunesse, mais c'est pas normal d'avoir autant un problème avec les enfants. Enfin bref, la saison 3 n'est pas autant un échec. Enfin, commercial très clairement si tu compares ça à la saison 1, mais critique pas tant que ça parce que les fans sont plutôt satisfaits. Mais voilà, le truc c'est qu'il y a une particularité de cet animé qui le différencie des autres animés qui ont eu des suites toutes pourries. Car d'habitude, quand la saison 2 est 100 fois moins bien que la saison 1, ce que font les gens, c'est qu'ils retournent voir la saison 1 pour se rappeler d'à quel point c'était bien. Et parfois, ça permet même à la saison 1 de gagner quelques petits points. Mais là, c'est l'exact inverse qui s'est passé, car depuis la sortie de la saison 2, la note de l'animé sur tous les sites spécialisés est descendue, et est même passée plus ou moins récemment sous la barre des 8 sur 10. Parce que, avec ces 2 saisons horribles, les gens se sont rendus compte qu'en réalité, les problèmes ne venaient pas forcément de commencer, mais qu'ils avaient peut-être toujours été là. Bon, faut que je sois honnête, je vous ai peut-être pas dit toute la vérité en première partie de vidéo. Car si la saison 1 de The Rising of the Shield Hero a bien été un succès à la hauteur de ce que je vous ai présenté, elle a malgré tout eu son lot de critiques négatives. Déjà, l'animé a été la cible de plusieurs controverses en Occident autour de sujets problématiques qu'il mettait en scène. Je vous ai déjà parlé des problèmes autour des relations potentiellement PDF, mais en plus de ça, l'animé a subi des critiques notamment sur sa mise en scène d'une fausse accusation de viol et d'une pratique normalisée d'esclavage. Si vous regardez suffisamment d'animés, vous savez que ce sont des thèmes malheureusement récurrents dans les isekai, mais vous savez aussi que la plupart du temps, ça ne provoque pas de polémique. Mais le truc, c'est qu'il y a 2 éléments qui font que Tate no Yusha en particulier s'est pris de vraies critiques sur ça. Le premier, c'est que l'animé représente tous ces éléments de manière normalisée. Non pas comme si c'était quelque chose de normal dans leur monde fantastique, mais bien presque comme si c'était quelque chose de normal dans notre monde, dû au fait qu'aucun des 4 héros ne remet jamais en question ses principes. Mais surtout, le deuxième élément est le simple fait que l'animé est super populaire, donc bien plus susceptible de subir des controverses. Et je dirais même d'ailleurs qu'il a un peu pris pour tous les autres.
Mais voilà, toutes ces controverses ne sont pas le défaut majeur de la saison 1. Enfin, ça va en repousser quelques-uns, mais ça arrive presque jamais que des mœurs problématiques impactent réellement la popularité d'un animé. Suffit de voir Mushoku Tensei. Non, le vrai défaut de l'animé est plus profond que ça, et pour en parler, il va falloir qu'on parle de l'épisode 21, le véritable point de rupture. Durant toute la première saison de The Rising of the Shield Hero, l'intrigue est entièrement orientée autour d'un fil conducteur, qui n'est pas les vagues de monstres qui tentent d'envahir le monde, mais qui est quelque chose de plus simple, la vengeance. Le point principal de la série, le fil rouge des 20 premiers épisodes, c'est l'arc de vengeance de Naofumi sur Malty. C'est le fait de pouvoir se venger de celle qui lui a pourri la vie. C'est pas l'unique objectif, c'est même pas l'objectif principal, mais c'est toute la raison pour laquelle les gens regardent la série. Dans le monde de l'entrepreneuriat, ils appellent ça un unfair advantage, un avantage injuste que l'animé a par rapport aux autres animés du même genre. Il y en a plein des isekai avec une bonne animation et de bonne musique, mais Shield Hero est le seul à avoir une histoire de vengeance aussi prenante. Alors quand dans l'épisode 21, l'arc narratif de la vengeance de Naofumi atteint une conclusion, l'animé abandonne non seulement ce qui lui servait de fil rouge jusqu'alors, mais balance aussi par la fenêtre le seul avantage qu'il avait par rapport aux autres animés du type. L'animé doit alors maintenant traiter avec deux problèmes majeurs. Se trouver un nouveau fil rouge, ce qu'il fait tant bien que mal avec les héros d'un autre monde, tout ça, et même si c'était pas top. Ce qui est d'ailleurs en comparaison exactement le même problème qui a failli tuer Death Note après son épisode 25. Mais surtout, l'animé doit trouver un moyen de compenser le fait d'avoir perdu son seul vrai intérêt, la seule chose qui le différenciait de n'importe quel autre isekai. Donc, comme on pouvait s'y attendre, ça marche pas, il trouve rien de nouveau. Et donc, à partir du moment où l'animé perd le seul point d'intérêt qui le rendait différent des autres, ça veut dire que l'animé redevient un isekai de power fantasy normal. Et donc, qui va également recevoir le traitement que reçoivent les isekai de power fantasy normaux. Mais sauf que, je le disais, à partir du moment où l'animé a connu les hauteurs les plus impressionnantes, la chute n'en est que plus grande. Qui sait, peut-être que sans ses débuts incroyables, la saison 2 et 3 auraient pu être considérées comme pas si mal par rapport au reste des isekai, plutôt que comme des saisons horribles 3 sur 10. Bon, faut que je sois honnête. De nouveau, j'ai pas vu la saison 4 de Tate no Yusha. Je veux dire, c'est déjà un miracle que je sois allé au bout de la saison 3 vu comment j'ai passé un mauvais moment tout du long. Donc c'est évident que j'allais pas regarder la 4ème. Mais de ce que j'ai cru comprendre, et ça vaut aussi pour la saison 3, les fans ne détestent pas ces deux dernières saisons. Ce qui prouve bien que même si tout le monde a détesté la saison 2, la réalité est que le déclin de Shield Hero n'est pas juste une question de soucis d'adaptation ou de 3D pourri. C'est un problème qui se trouve directement dans le cœur de la série et de comment elle a été écrite. Parce que, passé l'arc de vengeance, Shield Hero est juste un isekai lambda et donc doit être consommé de cette manière. Ça doit être consommé en sachant que tout ce qu'on va avoir, c'est une écriture moyenne reprenant des tropes faits et refaits avec des personnages archétypaux. Et quand on part de là, tout d'un coup, le déclin de Shield Hero ne semble plus si violent que ça. Je veux dire, évidemment que c'est allé très vite et que personne n'a compris réellement ce qu'il se passait. Mais au final, c'est juste parce qu'on était dans la hype et avec un peu plus de recul, on aurait pu voir venir le truc arriver. Et en réalité, le pire en plus, c'est que c'est un truc qu'on voit pas mal dans l'isekai, d'avoir un début super qui part en fumée après. Mais souvent, c'est juste le premier épisode qui est sympa, tandis que la suite est nulle. En soi, la seule différence ici était que l'introduction de Shield Hero était, disons, un peu plus longue que la moyenne. Et si on part de ce principe, qu'on arrête de considérer Shield Hero comme un isekai exceptionnel gâché par sa saison 2, mais plutôt comme un isekai banal qui a eu une introduction incroyable, je trouve que tout d'un coup, la série est bien plus facile à apprécier.